Dans cette première séquence consacrée à la matière, nous allons faire une description macroscopique. Alors, qu'entend-on par description macroscopique? C'est une description que l'on peut faire à l'œil nu, contrairement à ce que nous verrons plus tard, la description microscopique dans laquelle nous nous intéresserons au niveau le plus intime de la matière, tels que les atomes, les ions, les molécules, etc. Alors pour débuter cette description macroscopique, nous allons faire quelques rappels sur les corps purs et mélanges, chose que vous avez vue au collège. Alors, les corps purs peuvent exister sous les trois états physiques de la matière, à savoir des solides comme ici des barres de cuivre, de l'eau à l'état liquide ou encore une bouteille qui est remplie d'un gaz qui est du dioxyde de carbone. Pour ce qui est des mélanges, il va falloir faire une distinction d'une part entre les mélanges homogènes et puis les mélanges hétérogènes. Alors un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer les différents constituants qui vont former ce mélange. Alors c'est le cas par exemple ici de l'acier. Donc l'acier est un mélange à l'état solide qui est basé sur l'élément fer mais dans lequel on va trouver d'autres éléments tels que le carbone et éventuellement du nickel, du cobalt, etc. L'eau du robinet ou l'eau minérale n'est pas un corps pur du point de vue chimique. En effet, c'est de l'eau dans laquelle est dissous des composés que l'on appelle des sels minéraux. Et enfin, l'air que nous respirons est un mélange de très nombreux gaz, mais on en trouve deux majoritairement, le diazote qui représente pratiquement 80% et le dioxygène aux alentours de 20%. Donc deuxième type de mélange, les mélanges hétérogènes sont des mélanges pour lesquels on va pouvoir observer les différents constituants du mélange. Par exemple, ici dans cette roche qui est du granit, ou ici dans ces jus de fruits où on peut voir des morceaux de pulpe ou des grains de fruits, etc. Nous allons voir maintenant comment il est possible d'identifier une espèce chimique et en commençant par des tests chimiques. Alors le premier d'entre eux, ça va être celui de l'eau et pour mettre en évidence l'eau, on va utiliser un réactif que l'on appelle le sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre est un solide blanc qui a la particularité donc de devenir bleu en présence d'eau. Donc ce qui veut dire que si jamais on verse un liquide sur du sulfate de cuivre anhydre, s'il devient bleu, le liquide est de l'eau. S'il ne devient pas bleu, le liquide n'est pas de l'eau. Deuxième test, celui du dioxyde de carbone, qui est un gaz, on va utiliser cette fois-ci de l'eau de chaux. Alors comment procède-t-on? Il suffit de faire ici barboter le gaz que l'on veut tester dans de l'eau de chaux, et si jamais le gaz est du dioxyde de carbone, ou du moins s'il contient du dioxyde de carbone, alors l'eau de chaux va se troubler. Dernier test, c'est celui du dioxygène. Donc cette fois-ci, on va utiliser une bûchette incandescente. Il suffit de placer la bûchette incandescente à l'intérieur du récipient qui contient le gaz. Si la bûchette se rallume, eh bien, tout simplement, le bocal contient du dioxygène. Alors, pour identifier une espèce chimique, on peut également utiliser la mesure de propriétés physiques. Et la première des propriétés physiques que nous allons voir, c'est une chose que vous avez vue au collège, c'est la masse volumique d'un corps. Donc la masse volumique d'un corps est définie comme étant le rapport de la masse de l'échantillon sur le volume de l'échantillon. Alors cette masse volumique va posséder une unité qui va dépendre de la masse et du volume. Donc la masse peut s'exprimer en grammes, en kilogrammes, le volume en mètres cubes, en litres, en millilitres, donc ce qui va donner tout ce panel d'unités possibles pour la masse volumique. Sachant que l'unité légale du système international, c'est le kilogramme par mètre cube, et on va utiliser également souvent le gramme par millilitre. Exemple, ici une éprouvette que l'on va remplir d'eau. Si on la remplit de 500 ml d'eau, qu'on la pèse, on va s'apercevoir qu'elle va contenir 500 grammes d'eau. Donc la masse volumique de l'eau sera égale à la masse de l'eau 500 grammes divisé par le volume 500 ml. Donc la masse volumique de l'eau que vous devez connaître est égale à 1 gramme par millilitre.
Il faut savoir que la masse volumique de l'air est de 1,2 kg par mètre cube. En effet, comme tous les gaz, l'air a une masse. Alors si on prend une pièce ici qui a un volume d'environ 50 mètres cubes, si on veut calculer la masse de l'air qu'elle contient, on va faire M est égal à ρ fois V, donc 1,2 fois 50. Ici, ρ est donné en kilogrammes par mètre cube. Il faudra mettre le volume en mètres cubes et on obtiendra donc le résultat en kilogrammes. Donc cette pièce contient une masse d'air d'environ 60 kg. Autre propriété physique, ça va être par exemple la température de fusion et d'une façon plus générale les températures de changement d'état. Alors qu'est-ce que la température de fusion? La température de fusion, c'est la température à laquelle un corps va passer de l'état solide à l'état liquide. Et on peut mesurer la température de fusion grâce à un outil comme celui-ci que l'on appelle un banc au flair. Alors un banc au flair, c'est tout simplement ici une plaque qui est chauffée mais qui est plus chaude sur l'extrémité gauche qu'à droite. Alors le principe le voici, c'est tout simplement on va déposer quelques petits cristaux de solide dont on veut mesurer la température de fusion et on le pousse vers la gauche, c'est-à-dire vers la zone la plus chaude. À un moment, ils fond et on va repérer ici la température de fusion, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, 86 degrés. Et il suffit par la suite, donc tout simplement, de comparer cette température de fusion avec les températures de fusion qui sont données de différents corps. Donc on voit que ici le solide blanc n'est ni de l'aspirine, ni de la caféine, ni du paracétamol, ni du glucose.